beau chapeau blanc. Merci. J'essaie de changer de chapeau chaque épisode. Mais tu y réussis vraiment bien. Félicitations. On va voir si je vais tenir toute la saison. Donc, bonsoir et bienvenue à cet épisode de La Liberté à la porte. Bonsoir, oui, 15e épisode en tout. Je crois qu'on en est à notre 4e cet hiver. Donc, bonjour Geneviève. Bonjour. Aujourd'hui, on a une programmation assez riche. On a le porte-parole de la Coalition pour l'Histoire, Robert Comeau. On a également Rachid Bandeau qui vient nous parler des amitiés Québec-Kabylie. Et en performance artistique, on a Kevin Brazo, un slammer qu'on a bien hâte d'entendre. Alors, sans plus tarder, Louis, pardon la machine. Vas-y. Et nous sommes maintenant avec Robert Comeau. Robert Comeau, vous êtes professeur d'histoire associé au département d'histoire de l'UQAM. Vous êtes éditeur, vous avez publié plusieurs livres sur l'histoire du Québec. On a pu vous voir également dans le documentaire La Liberté en colère, qui est sur Internet, on peut le consulter. Mais vous êtes aujourd'hui porte-parole de la Coalition pour l'Histoire. C'est à ce titre que vous venez nous parler. Merci d'être avec nous, M. Comeau. Bien, ça me fait plaisir, Maxime. Bienvenue. Alors, peut-être vous voulez que je vous raconte un peu comment ça a commencé, la Coalition pour l'Histoire. En fait, c'est la Coalition pour la promotion de l'histoire au Québec qui a été mise sur pied en 2009 à la Société Saint-Jean-Baptiste. C'est Josiane Lavallée et moi qui étions au Conseil général et c'est Mario Beaulieu qui avait lancé l'opération. Par la suite, la Coalition a logé à la Fondation Lionel Groulx et s'est élargie à une quinzaine d'organismes, par exemple la Société des professeurs d'histoire, l'Association des profs du collégial, le Mouvement national des Québécois, la Fondation Lionel Groulx, la Société historique de Montréal, la Société historique de Québec, l'Union des écrivains. Il y a une quinzaine d'organismes, en fait. C'est donc très large. Et c'est ça. Et au départ, on voulait s'intéresser à la promotion de l'histoire, à l'enseignement d'histoire à tous les niveaux, du primaire jusqu'à l'université. On a fait beaucoup d'interventions, beaucoup de recherches. Il y a eu des études, il y a eu des pétitions, il y a eu des interventions, des conférences de presse. De 2009, il faut dire que le problème avait commencé en 2006. De quel problème on parle exactement, M. Le problème, en fait, c'est lorsqu'est paru le programme pour les étudiants en histoire. Et le programme était rendu public au printemps 2006. Et ça a fait tout un éclat dans les journaux, au Devoir et tout ça, quand ça a sorti, parce que la dimension nationale, la trame nationale du Québec n'était pas présente. Puis il y a toutes sortes de problèmes, évidemment, qu'on a analysés et on voulait des changements dans le domaine de l'enseignement de l'histoire. Alors, on a travaillé surtout au niveau collégial, au secondaire, puis à l'université. Aujourd'hui, c'est une journée assez extraordinaire parce que on a vu dans le Devoir de ce matin qu'il y a une centaine de profs du collégial qui sont heureux de voir qu'il va y avoir maintenant un cours d'histoire du Québec, obligatoire dans la formation générale, une unité qu'on appelle d'histoire du Québec. Dans la formation générale, vous parlez au collégial. Au collégial, ça veut dire pour tout le monde. Jusqu'à maintenant... Même les gens techniques. C'est ça, c'est l'ensemble, c'est au même titre que l'éducation physique, le français, la philo. Jusqu'à maintenant, là, c'était juste en sciences humaines qu'il y avait 2 cours d'histoire. En sciences humaines, c'est à peu près 25% des étudiants. Et là, ça va être pour tout le monde. Et on veut un cours d'histoire du Québec contemporain. C'était une longue bataille. Il faut dire que c'est un de nos objectifs. On en avait une douzaine, mais celui-là, on y tenait particulièrement. Ça a été une priorité. Quand on a vu le ministre Duchesne, on l'a rencontré à quelques reprises. Et les principaux problèmes étaient les suivants. C'est que où on va le prendre, ce cours-là? Alors, on a supprimé, en fait, un cours libre, parce qu'il y a 2 cours complètement complémentaires, là. Alors, c'est sûr que ça a déplu à ceux qui perdaient ce cours-là. Il y a des étudiants qui étaient malheureux de voir disparaître le cours libre, mais globalement, là, les professeurs de cégep d'aujourd'hui disent que pour le bien de l'ensemble de la société, pour l'ensemble des futurs étudiants, c'est une bonne chose qu'il y ait un cours d'histoire qui avait disparu du programme. Ça va aussi créer donc des emplois pour les gens qui ont étudié pour enseigner l'histoire du Québec, j'imagine? Effectivement. C'est 200 postes d'histoire, c'est 17 millions. Alors, vous comprenez que c'est quand même quelque chose d'important. Le ministre s'est engagé à ce que ce soit un cours d'histoire, donc un cours d'histoire donné par des historiens, des historiennes. Ça, c'est le premier problème, parce que les administrateurs de cégep
aurait préféré un cours assez flou d'objet Québec qui aurait pu être donné par autant n'importe qui de sciences humaines, un économiste, sociologue, politologue, psychologue, etc. Et nous, on insistait pour dire, si c'est histoire, il faut que ce soit un historien. Et les syndicats nous ont appuyés dans ce sens-là. Autant la FEC que les deux grandes centrales nous ont appuyés pour dire que effectivement, il faut respecter ça. Un cours de philosophie, c'est donné par des philosophes. Il ne faut pas que ce soit un cours multidisciplinaire. Ça a été une grande bataille. Mais les administrateurs de cégep auraient préféré que ce soit un cours multidisciplinaire pour compléter les tâches de certains profs qui voyaient qu'il manquait d'étudiants. Alors ça a été une bataille importante ces derniers mois. J'aimerais ça vous ramener, M. Comeau, sur le terrain de l'enseignement de l'histoire politique au Québec. Il y a plusieurs observateurs qui jugent que l'histoire politique est peu ou mal abordée dans nos institutions d'enseignement supérieur. Par exemple, on sait qu'il y a pas ou très peu de professeurs au deuxième cycle ou en fait au cycle supérieur universitaire qui se consacrent à l'histoire des patriotes, par exemple. Qu'est-ce qui explique cette faiblesse sur ce point-là? Bien, il y a des modes en histoire. Hein. La mode, il y a quelques années, moi, quand j'enseignais à 38 ans à l'UQAM, au début, c'était l'histoire sociale qui avait le vent dans les voiles. Alors, en histoire sociale, on abordait bien sûr des phénomènes politiques, mais par le biais du social. Par la suite, c'est l'histoire culturelle qui est devenue très, très importante. Qu'est-ce qu'on mange, comment on s'habille, comment la socialisation, etc. Donc, moi, je dirais ce qui manque, c'est la dimension politique, mais le politique des phénomènes nationaux, du phénomène national. Ça, c'est plus... Parce qu'on peut dire que, je sais pas, des femmes qui réclament le droit de vote, c'est politique, mais ça se faisait plus à travers l'histoire des femmes. Ou des ouvriers qui revendiquent, ça se faisait à travers l'histoire ouvrière. Et justement, il n'y a pas justement cette peur de certaines personnes qu'il y ait une espèce de biais, que ce soit biaisé en faveur des nationalistes québécois, ces cours d'histoire? Bien sûr, ça a été la principale objection qu'on a eue, puis ça a sorti beaucoup dans les journaux, parce que les didacticiens puis les conseillers pédagogiques disaient « Ah, si vous faites un cours d'histoire, ça va nécessairement instrumentaliser. » Mais nous, on répond à ça que l'instrumentalisation, c'est beaucoup plus dans le programme actuel, ceux qui veulent utiliser l'histoire pour faire de l'éducation civique. Parce que c'est assez aberrant, actuellement, ce n'est pas vraiment un cours d'histoire, autant au secondaire. Ce qui se fait en secondaire 3 et 4, c'est un cours d'éducation à la citoyenneté. Donc, on va chercher dans l'histoire des éléments pour faire de l'éducation civique. Nous, on pense que ça c'est instrumentaliser l'histoire. C'est l'utiliser à d'autres fins. Nous, on veut un vrai cours d'histoire, puis on voudrait que l'éducation civique, ça se fasse ailleurs. C'est pas de la même nature, c'est pas les mêmes préoccupations. De toute façon, est-ce que c'est vraiment possible de donner un cours d'histoire sans qu'il y ait aucun élément biaisé? Nous, on ne veut pas amener une seule interprétation. On veut au contraire que toutes les interprétations soient débattues, qu'il y ait un vrai débat, puis qu'on développe un esprit critique. Et ceux qui sont les plus dogmatiques actuellement, c'est bien ceux qui ont fait le programme actuel, qui ont évité toutes ces questions-là, qui sont arrangés pour qu'il n'y ait pas de trame nationale. Et heureusement, là-dessus, le gouvernement, c'est Marie Malavoie du ministère de l'Éducation, qui a créé un comité. C'est Jacques Beauchemin et Nadia Famille-Hide, qui étaient profs de l'histoire de l'éducation des filles à l'UQAM, et Jacques Beauchemin, qui est un sociologue, mais qui s'intéresse beaucoup à la question nationale, qui ont rédigé un rapport, qui ont fait des propositions, et ça, c'est déjà sur la table du ministre, de la ministre Malavoie. Ça doit être rendu public dans les prochains jours, on arrive à la fin de notre période, là. Donc, ça doit être rendu public. C'est certain que ça va être rendu public. Et là-dedans, on fait des propositions très concrètes. La première, c'est vraiment qu'il y ait un cours chronologique en secondaire 3 qui irait jusqu'en 1840 et en secondaire 4, que ça continuerait de 1840 à nos jours. Actuellement, en 3, c'est essentiellement un cours chronologique, puis en 4, un cours thématique. Puis les profs ne sont pas contents de ça. Ben oui, il faudrait que ça change. Parce que c'est répétitif et c'est critiqué de partout, puis ça dure depuis 2006. Il est temps que ça arrête. Alors ça, c'était la première recommandation. Puis la deuxième, c'est plus sur la nature du cours. On veut rétablir une trame, je dirais, une trame nationale dans laquelle il y aurait la question des femmes, la question des ouvriers, la question de l'immigration et toutes les autres questions, mais dans une trame nationale où les grandes questions politiques nationales
serait abordé. On va surveiller ça avec beaucoup d'intérêt. On espère que ça va aboutir. Et on peut suivre vos activités sur le site coalitionpourl'histoire.org. Robert Comeau, merci beaucoup. Juste un petit mot avant, il y a aussi à l'université, on n'a pas dit l'université, il y a aussi des chaires qui vont être créées. Je vous dis ça comme ça, on les a annoncées. Il va y avoir des chaires de recherche pour étudier justement les phénomènes politiques qui touchent la question nationale. Alors, je ne veux pas étirer, j'ai pris beaucoup de votre temps. C'est fou comme on n'a pas beaucoup de temps dans cette émission-là. On espère vraiment que les téléspectateurs vont vouloir aller en savoir plus sur Internet. Donc, comment est-ce qu'on fait pour se renseigner sur la question? On peut y aller directement à coalitionpourl'histoire.org. Vous allez voir, tout est là. On suit l'actualité. Les articles sont repris là et on peut nous rejoindre. Mais merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Et on poursuit après quelques instants avec Rachid Bandou de l'Association Amitié Québec-Kabylie. Coupé! Donc, nous sommes avec Rachid Bandou. Bienvenue, monsieur. Bonsoir. Alors, Rachid, vous êtes contrôleur de qualité dans le secteur des revêtements industriels. Oui. Vous êtes d'origine kabyle. Oui. Vous avez été candidat du Parti québécois lors des dernières élections. Vous militez au sein de plusieurs groupes et vous représentez l'association Québec-Kabylie. C'est à ce titre que vous êtes là aujourd'hui. Alors, merci encore une fois d'être ici. D'abord, qu'est-ce que l'association Québec-Kabylie? Ben, c'est une association qui a été fondée il y a plusieurs années de cela. C'était uniquement pour essayer d'en faire une sorte de pont entre la Kabylie et le Québec. Donc c'était un rêve. Hein. Et puis on a été derrière plusieurs activités, surtout de nature politique. On a été derrière la visite, on avait organisé la visite de M. Ferhat Menni, donc, qui est le actuel président du gouvernement provisoire kabyle en exil en France. Il a visité à plusieurs reprises le Québec. Il a été reçu d'ailleurs par Mme Marois, M. Daniel Turp, qu'il connaît très bien, M. Gilles Duceppe et tout le Gotha souverainiste. Donc c'est surtout ce volet-là dont on s'occupe. Et en parallèle, il y a d'autres associations, bien entendu. Pouvez-vous nous expliquer pour les gens à la maison qui auraient de la difficulté à se retrouver, qu'est-ce que c'est exactement la Kabylie? Où est-ce que c'est situé et qui en fait partie? C'est simple. La Kabylie, c'est une terre de montagne, de haute montagne. Donc on dit montagne, qui dit montagne, dit neige, dit le froid, mais pas comme ici, mais c'est toujours, mais bien entendu. Donc c'est entouré au nord par la Méditerranée, au sud les hauts plateaux, d'est en ouest c'est des plaines. Un beau pays. Et puis pas loin d'Alger, la capitale, à une centaine de kilomètres. Donc, quand je dis peuplé, c'est des villages percés sur des hautes montagnes. Ça fait donc géographiquement partie de l'Algérie? De l'Algérie, exactement. Et quelle langue parlent les Kabyles? Alors, en fait, les Kabyles forment un des peuples berbères de l'Afrique du Nord. D'ailleurs, même les îles Canaries, c'est un peuple de souche berbère, bien que les cultures sont différentes. Donc, les Kabyles parlent une des langues berbères qui est le kabyle, qui a vécu jusqu'à maintenant. On peut le parler, on le parle. Il a traversé des siècles et des siècles de résistance, comme on dit. On peut l'écrire, je peux vous l'écrire tout ça. Donc, il est là encore vivant. Voilà. Donc, il parle la langue maternelle kabyle, mais notre langue seconde, c'est bien entendu la langue française. Je peux vous expliquer pourquoi. Oui, pouvez-vous nous expliquer? C'est très simple. La langue française, après le départ de la France, parce que c'était le colonisateur, la France a colonisé l'Algérie 130 ans durant, de 1830 à 1962. La guerre d'Algérie a démarré de 54 à 62, et c'est la Kabylie qui a payé un très lourd tribut, une indépendance qui a été détournée, qui s'est retournée contre les Kabyles, entendu. Donc, après l'indépendance, il y a eu tout une sorte de trahison à l'égard de la Kabylie qui s'est transformée en une sorte de, soi-disant, toute l'histoire de l'Afrique du Nord contemporaine de l'Afrique du Nord a été faite sur la confrontation, plutôt la Kabylie et le pouvoir en place. Et aujourd'hui, il existe un mouvement autonomiste en Kabylie. Effectivement, ça a commencé avant. Ça a commencé déjà après 62. Ça a commencé par la création d'un mouvement national de nature culturelle. Donc, c'était le but de ce mouvement, c'était la revendication identitaire, culturelle, etc. Par la suite, au fil des ans, il y a eu ce qu'on appelle le printemps berbère en 1980.
Donc c'était, d'ailleurs même actuellement, quand on continue de le fêter, c'était des événements terribles. Donc il y a eu des morts, des jeunes morts, etc. Dont le seul tort, c'était de revendiquer le droit de vivre sa propre langue, sa propre identité chez soi. Par Le la public suite, est en délire. oui, il s'agit de la langue et de l'identité. Et puis, par la suite, il y a eu la création du mouvement pour l'autonomie de la Kabylie, qui existe actuellement. Mais dernièrement, il a changé, il a été rebaptisé en mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, qui veut dire que pas uniquement l'autonomie, c'est l'indépendance. Est-ce qu'on peut revenir sur les liens avec le Québec? Par exemple, là, vous faites partie donc d'un organisme qui crée des liens d'amitié entre les autonomistes kabyles et les indépendantistes québécois. Pouvez-vous nous en parler un peu? Ah ben c'est très simple, c'est qu'on a remarqué que c'est le même combat qui dit combat identitaire. Donc, parce que la communauté kabyle est une communauté très sensible aux questions identitaires, linguistiques, etc. Donc, on a pensé à créer ce lien, surtout dans un monde globalisé, mondialisation. On a pensé toujours que les peuples minoritaires qui revendiquent leur langue, le droit de vivre leur langue identité, il faut qu'ils se tiennent la main. On a pensé à ça, donc il faut que le Québec et la Kabylie se tiennent la main dans ce monde de mondialisation qui réserve peu de place aux faibles. Voilà. Absolument. Voilà. Absolument. Et comment est-ce que vous qualifieriez la relation ici au Québec entre les nouveaux arrivants et la communauté d'accueil? On part du principe, c'est très simple. Moi, écoutez, normalement, c'est à un immigrant de s'ajuster aux valeurs de la société qui l'accueille. Regardez, je vous cite un exemple. Prenez l'eau, prenez un verre d'eau. Verse l'eau dans le verre. Qu'est-ce qui s'ajuste à l'autre? Est-ce que c'est le verre qui reçoit l'eau ou c'est l'eau qui s'ajuste au verre? Non, c'est le contenu qui s'ajuste au contenant, voyons donc. Sans obliger l'immigrant à vraiment renier ce qu'il était. D'ailleurs, au contraire, il faut savoir d'où l'on vient, pour savoir où on est, pour savoir où l'on va. Si je suis ici, c'est parce que je connais mon histoire. D'où je viens, je sais où je suis et je sais où je m'en vais. De très sages paroles qui vont nous faire réfléchir pour le reste de notre belle soirée. On vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous, M. Rachid Bandou. Merci. Merci. Et on continue en prestation artistique avec Kevin Brazeau. Bonsoir, Kevin Brazeau. Allô. Bonsoir, Kevin Brazeau. Kevin Brazeau, vous êtes un jeune artiste, vous êtes slameur, poète, écrivain. On vous a reconnu à Cégep en spectacle. Vous avez, en 2011, accédé à la finale nationale de Cégep en spectacle. Vous avez gagné un prix pour aller vous produire à Saint-Malo. Vous avez un recueil de poésie en préparation. Ça va s'intituler L'Inconfort. Vous nous l'annoncez en primeur. Alors, encore une fois, bienvenue à l'émission. Donc, vous êtes slameur. C'est quoi ça, être un slammer? Être un slammer, je pense que c'est être un libre penseur de la langue. Moi, la langue m'a toujours tenu à cœur et c'est de faire de la langue une matière artistique vraiment et de la livrer, de la partager en fait à qui veut bien l'entendre ou même qui veut pas l'entendre. Et vous écrivez donc des textes sur les sujets qui vous inspirent. Autour de quelle thématique est-ce que vous orientez votre écriture? Le plus souvent, je suis inspiré par les états humains, les sentiments. Quelque chose qui revient souvent, c'est comme le titre de mon recueil « Apparaître, l'inconfort ». Quelque chose avec l'inconfort, c'est pas... j'en parle pas directement, mais c'est toujours présent. Il y a quelque chose, c'est en lien avec la société, c'est un manque d'aisance. On dirait que le contenant ne s'ajuste pas toujours parfaitement au contenu non plus. Et qu'est-ce qui vous rend... ou en quoi, en fait, on pourrait se sentir particulièrement inconfortable dans cette société? Je pense que, spécialement dans le milieu des arts de ces temps-ci, dans le milieu culturel, il y a une facilité à l'accès au vedettariat, c'est-à-dire il y a les vedettes instantanées qu'on produit comme des boulettes surgelées au McDonald's. Ça m'agresse. Ça m'agresse de voir que c'est rendu facile d'avoir un 15 minutes de gloire et d'être reconnu pour avoir fait quelque chose
alors qu'on n'a pas vraiment fait quelque chose encore. On est donc dans la surconsommation, non seulement du matériel, mais de l'humain, en fait. Exactement. Et pour autant, vous n'êtes pas complètement au désespoir par rapport à cette société-là, puisque vous vous y impliquez, notamment, vous êtes porte-parole d'un organisme, Les Marronniers, qui vient en aide aux déficients intellectuels. Il y a un lieu, en fait, un bistrot, où les gens peuvent se retrouver. Ça s'appelle le Jarry 2e. C'est au coin Jarry et de la 2e. Et aussi, ça le dit, hein? On vous a reconnu, justement pour votre implication sociale, par un prix du lieutenant-gouverneur du Québec. Bon, lieutenant-gouverneur, c'est un peu monarchique, ça. Mais Québec, c'est plus important. Oui, c'est ça. Vous vous situez même comme indépendantiste. Effectivement. Alors, voilà, on peut terminer avec ça en disant aussi qu'on peut aller sur YouTube, taper Kevin Brazo, voir vos performances, vos prestations. Vidéos, exactement. Et parlant de prestations, vous allez nous en faire une à l'instant. Eh oui. Alors, Comment ça s'appelle, ce slam? Ouais, alors, ce slam-là s'appelle « T'étais accessible » et ça traite de façon plus ou moins optimiste, je vais dire ça comme ça pour le moment, de la liberté, justement. Bon, on a très hâte d'aller voir ça tout de suite. On vous J'ai hâte de écoute le faire. à l'instant. Ouais, ben tout arrive à qui sait attendre. L'attente, elle me scalpe, moi. Elle me scalpelle. Elle me pèle aussi. Et elle m'appelle aussi souvent qu'elle le peut. Et je réponds à brûle-pourpoint que j'en ai ma claque de rester tu. Je sais, je suis abrupte pour rien, mais je suis vain si je ne peux pester t'es-tu. Peut-être tu comprendras pas. Peut-être comprendras pas ce café que j'ai en tête, mais faut que je laisse le chat sortir du sac. Liberté, je te parle d'un regard extérieur. Dans ta beauté, je sens des sangles par milliers. Des lots de sangles dont résultent mes sanglots d'humilié. À genoux dans ton fiel, ton visage fier m'appelle encore, puis c'en est drôle. Tu me taquines, me calcines, me décalisses. C'est grotesque ou burlesque, est-ce que tu me brûles ou est-ce que je t'endosse? La liberté s'est contenue sous vide. Incidemment, tu deviens dissident de ta propre captivité. Tu la nourris, tu te pourris. Ça devient ta seule activité. Tes jours sont des actes évidés. On m'a dit récemment que tu étais accessible. Ça me peine, parce que ces temps-ci, mon seul essai, c'est de regarder au ciel, aussi élevé qu'il soit, puis je sais que me dire que tu t'y trouves est une perte, non seulement de temps, mais de moi aussi. Et c'est vrai, comme lui, je suis ennuagé par les yeux des autres. C'est vrai que je t'empête de plus en plus. Et si je t'embête de pluie en pluie et que je m'empêtre de plis en plis, je t'en prie, pars puis reviens plus. Plie bagage. J'ai perdu. C'est pas que je me sens pas libre. Je me sens pas. C'est tout. Je me sens pas, puis je m'emporte. Puis je m'empale sur mon équivoque encéphale. Équivoque quand c'est fade, changer de canal. Pourquoi passer de banal à global si c'est pour cheminer dans les mêmes dédales? L'immobilisme est transcendantal. Liberté, je te parle d'un regard inférieur. T'as fait de moi ton captif. Pour captif feu, je m'affale. Puis il va falloir m'enfermer pour que je te trouve, liberté. Puis je vais te trouver, liberté. Puis je vais te faire la peau, liberté. Oui. Puis quand ce sera fini, attendri, j'attendrai encore. Tout tarit à qui sait t'attendre. Merci beaucoup. Et c'est tout pour ce 4e épisode hivernal de La Liberté à la porte. Merci, Maxime. Merci, Geneviève. Nous avions aujourd'hui Robert Comeau, également Rachid Bandou de Amitié Québec-Kabylie et Kevin Brazo. Quelle belle performance. Quelle magnifique performance. Donc, on vous invite à continuer à regarder l'émission, à aller nous voir sur Facebook, cliquer sur j'aime. Nous livrer vos commentaires également. N'hésitez pas. Dites-moi donc lequel de mes chapeaux vous préférez, là. Oui, ça pourrait être intéressant. Mais blanc, c'est quand même pas mal. Ah, ça flash.
Alors voilà, donc à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci au public. Merci à Mission Vision Média, Louis Fortin, Mathieu Breton, tous les bénévoles. Et Cap son indépendance. Ben oui, certainement. Et vous êtes toujours invités d'ailleurs pour participer aux enregistrements le mercredi dès 18h au 82 rue Sherbrooke-Ouest. On vous attend. Merci. À bientôt. À la semaine prochaine.